Une seule nuit a suffi pour que des variations discrètes fassent basculer l'équilibre sécuritaire du Burkina Faso, révélant que des données jugées neutres pouvaient soudainement devenir décisives. Deux chiffres, longtemps noyés dans des relevés apparemment plats, ont signalé une accélération brutale, transformant une routine technique en alerte stratégique aux conséquences immédiates. Que signifie ce glissement silencieux pour Ibrahim Traoré, pour ses équipes et pour la capacité réelle de l'État à anticiper une intrusion extérieure avant qu'elle ne s'impose? Derrière ces signaux faibles se dessine une réalité plus large, où chaque minute compte et où l'inaction peut redéfinir durablement le rapport de force. Cette séquence promet de clarifier pourquoi des signaux mineurs peuvent reconfigurer une stratégie nationale. Vous comprendrez les enjeux, les délais critiques et les marges d'action réelles. L'objectif n'est pas de dramatiser, mais d'expliquer comment l'analyse transforme l'incertitude en décision. À quel moment une anomalie devient-elle un avertissement que personne ne peut ignorer? En suivant le fil des données, le lecteur voit se dessiner des choix, des risques et des renoncements. Le cadre posé ici précise ce qui est mesurable, ce qui reste ambigu et ce qui exige une réponse rapide. Il s'agit enfin d'évaluer les coûts de l'attentisme face à des signaux faibles répétés. Cette promesse engage une lecture rigoureuse, sans spéculation, ancrée dans les faits observables. Les enjeux concernent la souveraineté, la crédibilité opérationnelle et la protection des infrastructures sensibles. Ils touchent aussi la coordination entre niveaux locaux et centraux, souvent mise à l'épreuve par le temps. Comprendre ces mécanismes permet d'anticiper les effets en chaîne d'une décision tardive. C'est cette lecture méthodique et sans emphase qui guidera les sections suivantes. La rupture ne s'est pas produite sur des semaines, mais en quelques heures, avec une réaction initiale mesurée en 6 minutes. Ce délai, bref mais décisif, a transformé des signaux faibles en indicateurs exploitables, changeant la lecture de la situation. Au départ, les relevés paraissaient suivre une logique ordinaire. Les courbes restaient presque plates, sans alerte manifeste, et les variations semblaient relever du bruit technique. Pourtant, en confrontant des rapports issus de zones éloignées, une régularité inattendue est apparue. Des anomalies similaires, espacées géographiquement, présentaient des fréquences proches et des intensités comparables. Ce recoupement a progressivement fait émerger une cohérence là où l'on ne voyait que des fragments. Ibrahim Traoré et ses équipes ont alors adopté une lecture comparative. Plutôt que d'isoler chaque incident, ils ont superposé les données régionales. Cette approche a révélé une densification progressive des signaux autour de points sensibles du territoire. Ce n'était plus une série d'incidents indépendants, mais une dynamique cumulative. Chaque variation marginale ajoutait une pièce à un ensemble plus structuré. Le contexte institutionnel explique aussi la lenteur initiale. Les unités locales, premières à détecter ces écarts, devaient franchir plusieurs étapes de validation. Cette chaîne, conçue pour éviter les fausses alertes, a retardé la reconnaissance du phénomène. Cependant, à mesure que les rapports s'accumulaient, la probabilité d'un simple dysfonctionnement technique diminuait. La répétition et la convergence des signaux imposaient une autre hypothèse. Ce moment marque un basculement analytique. La question n'était plus de savoir si les données étaient fiables, mais ce qu'elles annonçaient. Les anomalies, autrefois jugées insignifiantes, prenaient la forme d'un test méthodique. Dans ce cadre, la rapidité d'interprétation devenait un facteur stratégique à part entière. Comprendre ce glissement est essentiel pour saisir pourquoi une surveillance attentive peut, en un temps réduit, modifier l'évaluation d'une menace et orienter une réponse coordonnée. Le rôle de coordination a émergé progressivement, porté par une lecture attentive des signaux et par la capacité à relier des informations dispersées. Ibrahim Traoré n'a pas agi sur la base d'un rapport isolé, mais à partir d'une accumulation de micro-indices jugés
crédibles lorsqu'ils furent mis en relation. Cette posture a servi de point d'ancrage pour les équipes, donnant une direction claire à une situation encore floue. Un premier cas illustre cette dynamique. Dans une zone périphérique, une unité locale avait enregistré une variation jugée trop faible pour déclencher une alerte formelle. Isolée, elle n'appelait aucune action immédiate. Placée en parallèle avec des données similaires venues d'autres régions, elle a toutefois pris un sens nouveau. Ce rapprochement a permis de reclasser l'observation, non plus comme un incident mineur, mais comme un élément d'un schéma émergent. Un second cas concerne la communication interne. Les équipes centrales, initialement prudentes, ont ajusté leur posture lorsque la répétition des signaux a été confirmée. Des échanges plus rapides ont été instaurés, réduisant les délais entre détection et analyse. Cette réactivité accrue n'a pas reposé sur de nouveaux moyens techniques, Elish, mais sur une meilleure circulation de l'information existante. Ces impacts précoces ont modifié la perception du risque. Les unités locales ont compris que leur relevé, même modeste, pouvait influencer une décision stratégique. Les autorités centrales, de leur côté, ont intégré l'idée qu'une menace pouvait se construire à partir de signaux presque imperceptibles. Cette convergence a renforcé la cohérence de la réponse. L'essentiel tient en une leçon simple: relier tôt et vite de subir tard. Au départ, la situation semblait stable. Avant le basculement, les relevés quotidiens entraient dans des marges connues sans déclencher de réaction particulière. Les équipes locales consignaient les données selon les procédures habituelles et les centres d'analyse centraux validaient ces rapports avec prudence. Rien n'indiquait encore une rupture imminente. Puis, en quelques heures, cette normalité apparente a cédé. Le déclencheur n'a pas été un signal spectaculaire, mais une succession de variations marginales. Après les premières anomalies, d'autres relevés similaires sont apparus dans des zones distinctes. Ce passage de l'isolé au répétitif a marqué la phase d'activation. Chaque nouveau rapport réduisait la probabilité d'un simple bruit technique. Les équipes ont commencé à comparer les horaires, les intensités et les localisations. La chronologie révélait une progression discrète mais continue. La montée en tension s'est accélérée lorsque ces données ont été mises en séquence. Avant, les écarts semblaient indépendants. Après, ils dessinaient une logique. Les intervalles entre les apparitions se raccourcissaient et les zones concernées formaient une carte de plus en plus cohérente. Ce resserrement a constitué le cœur du moment de crise. Les procédures prévues pour des incidents ponctuels se sont révélées insuffisantes face à une dynamique cumulative. C'est à ce stade qu'Ibrahim Traoré a joué un rôle déterminant, en privilégiant une lecture transversale plutôt qu'une validation fragmentée. Il a accéléré la transition vers une réponse coordonnée. Cette décision n'a pas reposé sur une certitude absolue, mais sur une évaluation du risque lié à l'inaction. Le choix a été fait de traiter ces signaux comme un test en cours et non comme une anomalie résiduelle. Le point culminant est survenu lorsque les unités ont été alignées sous une directive commune. Les échanges, auparavant séquentiels, sont devenus simultanés. Les informations circulaient en temps quasi réel, permettant des ajustements rapides. Cette synchronisation a transformé la perception de la menace. Ce qui était encore, quelques heures plus tôt, un ensemble de données disparates, prenait désormais la forme d'un scénario plausible d'intrusion. Les répercussions immédiates ont été visibles. Les seuils d'alerte ont été ajustés, les zones sensibles surveillées de manière renforcée, et les équipes locales ont reçu des consignes plus claires. Cette phase de déchocage a montré que la réactivité ne dépendait pas uniquement de moyens supplémentaires, mais d'une capacité à réorganiser l'existant. Le système, sans être modifié en profondeur, fonctionnait différemment. Après le pic de tension, une période de stabilisation relative s'est installée. Les signaux ne disparaissaient pas, mais ils étaient mieux interprétés.
Chaque nouvelle donnée était replacée dans un cadre déjà construit. Cette transition vers l'après-crise n'a pas effacé les incertitudes, mais elle a réduit l'effet de surprise. Le fil des événements montre ainsi comment une succession de micro-variations peut conduire, par enchaînement, à une décision stratégique majeure, lorsque le temps devient un facteur aussi déterminant que l'information elle-même. Au moment où l'analyse est devenue plus structurée, un constat s'est imposé. La situation ne pouvait plus être évaluée sans repères mesurables. La lecture a donc basculé d'un jugement qualitatif vers une approche chiffrée, capable de distinguer une simple fluctuation d'un phénomène stratégique. Trois indicateurs principaux ont servi de base à cette réévaluation, chacun apportant une clé différente pour comprendre l'évolution observée. Le premier indicateur concernait l'intensité des signaux. L'intensité des signaux. Au départ, celle-ci restait faible, presque négligeable dans les relevés standards. Puis, progressivement, une augmentation constante a été observée. Cette hausse n'était pas spectaculaire, mais elle suivait une trajectoire régulière. Une variation modeste suffisait à faire sortir ces signaux de la zone de tolérance habituelle. L'intensité ne franchissait pas un seuil brutal. Elle glissait lentement, ce qui expliquait pourquoi l'alerte n'avait pas été immédiate. Ce changement graduel a toutefois marqué le passage d'un état stable à une dynamique active. Le deuxième indicateur portait sur la fréquence des apparitions. Initialement, les signaux étaient sporadiques, espacés dans le temps et sans logique apparente. À mesure que les données s'accumulaient, un rythme s'est installé. Les intervalles entre les occurrences ont commencé à se réduire. Cette contraction temporelle a été décisive dans l'interprétation. Une anomalie isolée peut être ignorée. Une répétition régulière ne le peut plus. La diminution progressive des délais entre les apparitions suggérait une action testée, ajustée, puis répétée. Le troisième indicateur concernait la direction des trajectoires. Les premiers relevés décrivaient des signaux sans orientation claire. Avec l'agrégation des données, une convergence est apparue. Plusieurs trajectoires distinctes semblaient se diriger vers des zones comparables, souvent associées à des infrastructures sensibles. Cette cohérence spatiale a renforcé l'hypothèse d'un phénomène coordonné. Là encore, aucun élément pris isolément ne suffisait à conclure, mais leur superposition changeait radicalement la lecture. Ces trois indicateurs n'ont pris leur sens que lorsqu'ils ont été analysés ensemble. Une intensité légèrement accrue, combinée à une fréquence resserrée et à des trajectoires convergentes, formait un ensemble cohérent. Ce croisement a permis de distinguer une évolution intentionnelle d'un simple bruit technique. La force de cette approche résidait moins dans la précision absolue des chiffres que dans leur cohérence relative. Ibrahim Traoré et ses équipes ont utilisé ces repères pour recalibrer leur évaluation du risque. Le passage d'un état de référence à un état modifié s'est fait sans rupture spectaculaire, mais avec une certitude croissante. Les chiffres ne donnaient pas une réponse définitive, ils indiquaient une tendance. Cette tendance, suffisamment stable pour être mesurée, justifiait une adaptation de la posture défensive. L'important n'était pas la quantité de données, mais leur interprétation disciplinée. Chaque indicateur jouait un rôle précis. L'intensité montrait l'évolution, la fréquence révélait la persistance, la direction indiquait l'intention possible. Ensemble, ils ont fourni un cadre de lecture robuste permettant de passer d'une intuition à une décision argumentée. Cette bascule vers le quantifiable a réduit l'incertitude sans l'éliminer, mais elle a surtout offert un langage commun aux différentes unités impliquées, rendant la réponse plus cohérente et plus rapide. Une première lecture critique minimise la portée des événements. Selon cette approche, les intrusions détectées ne révèlent pas une montée en compétence du système burkinabé, mais plutôt les limites techniques des dispositifs adverses. Les signaux auraient été plus visibles parce qu'ils étaient imparfaits
et leur neutralisation relèverait davantage d'une conjoncture favorable que d'une supériorité méthodologique. Dans cette perspective, la rapidité de réaction ne prouverait pas une robustesse durable, seulement une réussite ponctuelle face à une menace limitée. Une seconde analyse, à l'inverse, valorise fortement la réponse observée. Elle souligne que la coordination en quelques minutes démontre une capacité réelle à interpréter des signaux faibles. Pour ses partisans, la clé ne réside pas dans la technologie, mais dans l'organisation. La lecture transversale des données, la circulation rapide de l'information et la prise de décision centralisée seraient les marqueurs d'un progrès structurel. Cette vision considère l'épisode comme un jalon, annonçant une amélioration durable de la posture défensive. Ces deux positions présentent chacune une cohérence interne. La première rappelle que toute victoire tactique peut être surestimée. La seconde insiste sur le fait que l'apprentissage opérationnel compte autant que les moyens matériels. Une troisième voie, plus nuancée, permet cependant de dépasser cette opposition. Elle reconnaît l'efficacité de la réaction sans en faire une preuve définitive de solidité à long terme. Elle admet que la méthode a fonctionné dans ce contexte précis, tout en soulignant sa fragilité face à des menaces plus complexes. Dans cette lecture intermédiaire, le succès tient à une combinaison. Il y a eu des limites du côté adverse, mais aussi une capacité locale à exploiter ces failles rapidement. La performance observée ne garantit pas une répétabilité automatique. Elle indique surtout que, dans certaines conditions, une organisation attentive peut compenser des ressources modestes. Le débat ne porte donc pas sur un verdict binaire, réussite ou illusion. Il pose une question plus exigeante. Comment transformer un succès circonstanciel en compétence durable sans confondre adaptation ponctuelle et résilience structurelle? Au fond, tout n'était pas accidentel. À mi-parcours de l'analyse, une évidence s'est imposée. Les anomalies n'étaient pas seulement des signaux détectés par hasard, mais des réponses observables à des ajustements successifs. Chaque variation semblait provoquer une adaptation, comme si un acteur extérieur mesurait la réaction du système. Cette prise de conscience a déplacé le centre de gravité de l'interprétation, passant d'une logique défensive à une lecture interactionnelle. Ibrahim Traoré et ses équipes ont alors relu les données sous cet angle. Les séquences montraient un enchaînement précis. Apparition d'un signal, observation de la réponse, modification subtile de la trajectoire suivante. Ce schéma suggérait un processus d'essai et de correction. La menace ne cherchait pas encore à pénétrer massivement, mais à tester les seuils, les délais et les angles morts. Ce changement de perspective a modifié la stratégie. Il ne s'agissait plus seulement de neutraliser ce qui était visible, mais de comprendre ce qui était recherché. La surveillance a été affinée pour capter non seulement l'événement, mais aussi son intention possible. Les équipes ont commencé à anticiper les ajustements suivants plutôt qu'à réagir aux précédents. Cette révélation a agi comme un pivot. Elle a montré que la valeur principale ne résidait pas dans la détection brute, mais dans la capacité à lire une logique derrière des signaux faibles. À partir de là, la question centrale devenait moins technique que stratégique. Comment rester imprévisible face à un test méthodique? Les effets de cette séquence ne se sont pas limités au cercle technique. Ils ont produit des conséquences tangibles pour plusieurs groupes, chacun touché différemment par la manière dont les signaux ont été interprétés et traités. L'impact s'est diffusé du centre décisionnel vers la société, l'économie et l'environnement régional, révélant une transformation plus large que la simple gestion d'un incident. Pour l'État et les institutions, la première conséquence a été un ajustement de crédibilité. La capacité à détecter, interpréter puis coordonner une réponse a renforcé l'image d'un appareil capable d'agir sans attendre une certitude absolue. Cette posture a modifié les équilibres internes. Les administrations centrales ont accordé davantage de poids aux remontées locales,
reconnaissant que la valeur d'une information dépend moins de son ampleur que de sa cohérence dans le temps. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette reconnaissance a contribué à réduire la distance entre décisions stratégiques et observations de terrain. Du côté des forces opérationnelles, l'effet a été immédiat. Les équipes locales ont vu leur rôle revalorisé. Leurs relevés, auparavant perçus comme de simples contributions techniques, sont devenus des éléments déterminants du dispositif national. Cette évolution a modifié les pratiques quotidiennes. Les unités ont affiné leur attention aux micro-variations, sachant que celles-ci pouvaient désormais déclencher une chaîne décisionnelle rapide. L'expérience a aussi renforcé la confiance interne, en montrant qu'une lecture méthodique pouvait produire des résultats sans dépendre exclusivement de moyens supplémentaires. Pour la population, l'impact s'est manifesté de manière plus diffuse mais tout aussi réelle. La gestion de l'épisode a donné corps à une idée souvent abstraite. La sécurité n'est pas uniquement le produit d'actions visibles, mais aussi d'une vigilance continue. Les citoyens ont perçu que des signaux discrets, relevés localement, pouvaient influencer la protection collective. Cette prise de conscience a renforcé un sentiment d'implication indirecte, où l'observation et la transmission d'informations prennent une valeur civique accrue. Les acteurs économiques ont également été concernés. Les zones, les zones associées à des infrastructures sensibles ont été intégrées plus clairement dans les priorités de surveillance. Cette évolution a modifié la perception du risque. Les entreprises opérant dans ces espaces ont dû composer avec une attention accrue de l'État, mais aussi avec une stabilité renforcée. La capacité à détecter des intrusions potentielles a réduit l'incertitude liée à des menaces invisibles, même si elle a introduit de nouvelles exigences de coordination. Enfin, sur le plan régional, les conséquences ont dépassé les frontières. Les observateurs extérieurs ont pris note de la rapidité de réaction et de la méthode employée. Sans bouleverser les équilibres géopolitiques, cet épisode a ajusté les attentes. Le Burkina Faso n'était plus perçu uniquement à travers ses vulnérabilités, mais aussi à travers sa capacité d'adaptation. Cette perception, façonnée par l'action et non par le discours, a constitué un effet indirect mais durable. Ainsi, les conséquences ne se résument pas à un résultat ponctuel. Elles dessinent une redistribution progressive des rôles, des attentes et des comportements. En ce sens, l'épisode a produit un effet d'entraînement, où une réponse ciblée a généré des transformations plus larges, touchant à la fois l'État, les forces, les citoyens et l'environnement régional. À partir des dynamiques observées, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir, mais encadrer les choix possibles en fonction des réactions, des ajustements et des limites déjà visibles. Dans le scénario de base, la vigilance reste élevée sans rupture majeure. Le système de surveillance continue d'être ajusté de manière incrémentale en s'appuyant sur les méthodes qui ont permis d'identifier les signaux faibles. Les intrusions potentielles persistent, mais à un niveau contenu. Les acteurs extérieurs testent ponctuellement les seuils sans chercher l'escalade. Cette configuration privilégie la stabilité. Elle limite les coûts immédiats, mais exige une discipline constante pour éviter l'usure organisationnelle. Le risque principal réside dans la banalisation de l'alerte, lorsque l'attention retombe faute d'événements spectaculaires. Le scénario optimiste repose sur une capitalisation active de l'expérience. Les équipes transforment les enseignements tirés en procédures plus fines. La lecture des données gagne en rapidité et la coordination entre niveaux locaux et centraux devient plus fluide. Cette montée en compétences progressive renforce la dissuasion. Les tentatives d'intrusion deviennent plus rares, car jugées moins rentables face à un système attentif. À l'échelle régionale, cette trajectoire favorise des coopérations techniques fondées sur l'échange de méthodes plutôt que sur une course aux équipements. Le principal défi consiste à maintenir cet élan sans dépendre excessivement d'un contexte favorable.
Le scénario pessimiste envisage une adaptation adverse plus rapide. Conscients des capacités de détection, les acteurs extérieurs modifient leur tactique. Les signaux deviennent plus discrets, plus fragmentés et plus difficiles à relier. Le système atteint alors ses limites. Les ressources humaines sont sollicitées en continu et la charge d'analyse augmente. Dans cette configuration, un choix stratégique s'impose: investir davantage pour suivre l'escalade technique ou accepter une zone d'incertitude plus large. Ce dilemme peut fragiliser la cohérence de la réponse si les priorités ne sont pas clairement établies. Ces trois scénarios soulignent une même réalité: la performance future dépendra moins d'un événement isolé que de la capacité à apprendre et à ajuster. Penser en termes de trajectoire plutôt que de résultats ponctuels permet de garder une marge de manœuvre. La question clé devient alors cognitive autant qu'opérationnelle. Comment décider sans attendre la certitude, tout en évitant la précipitation? Au-delà des analyses et des scénarios, cette séquence renvoie à une expérience plus proche du quotidien. Elle montre comment des décisions prises loin du regard public finissent par influencer des réalités concrètes. Pour certains lecteurs, l'enjeu se situe dans la compréhension du temps. Quelques minutes de retard ou d'avance peuvent modifier une trajectoire entière. Cette compression du délai rappelle que la vigilance n'est pas abstraite. Elle se mesure dans des gestes précis et répétés. Pour d'autres, l'impact se lie dans la notion de responsabilité partagée. Les événements soulignent que l'information ne prend de valeur que lorsqu'elle circule. Une observation ignorée reste muette. Transmise, comparée, elle devient actionnable. Cette logique dépasse le cadre sécuritaire. Elle s'applique à toute organisation confrontée à des signaux faibles, qu'il s'agisse d'une administration, d'une entreprise ou d'une communauté locale. Il y a aussi une dimension humaine plus directe. Les équipes locales, souvent en première ligne, ont vu leur rôle évoluer. Leur attention, parfois routinière, à trouver une reconnaissance nouvelle. Cette revalorisation peut inspirer une attitude différente face au travail quotidien. Observer avec rigueur, même sans certitude immédiate, devient une forme d'engagement. Le lecteur peut y reconnaître une situation familière, où des détails apparemment mineurs prennent un sens décisif avec le recul. Enfin, cette histoire interpelle sur la manière de réagir face à l'incertitude. Attendre des preuves irréfutables rassure, mais expose au retard. Agir trop vite comporte d'autres risques. Entre ces deux pôles, une voie intermédiaire se dessine, celle d'une attention active, capable de décider sans surinterpréter. C'est dans cet espace que se joue l'équilibre entre prudence et initiative. À ce stade, la question n'est plus seulement d'identifier ce qui s'est produit, mais de structurer une réponse durable. L'expérience accumulée ouvre une trajectoire de solution graduelle, fondée sur l'existant plutôt que sur une rupture coûteuse. L'enjeu central consiste à transformer une réussite contextuelle en méthode reproductible sans alourdir inutilement l'appareil. La première étape repose sur la centralisation fluide des informations. Les données issues des unités locales doivent ensemble converger vers un cadre commun, lisible en temps réel. Il ne s'agit pas d'ajouter des couches techniques, mais de réduire les frictions. Un circuit clair, avec des formats harmonisés, permet de comparer rapidement des observations éloignées. Cette étape peut être mise en œuvre à court terme et mesurée par la réduction des délais entre détection et analyse. La deuxième étape concerne la montée en compétences continues. Les équipes doivent être formées non pas à détecter davantage, mais à interpréter plus finement. L'accent porte sur la reconnaissance de motifs, la lecture comparative et l'évaluation du risque relatif. Ibrahim Traoré a insisté sur cette dimension méthodologique car elle conditionne la capacité à décider sans attendre une certitude absolue. Le critère de succès réside ici dans la cohérence des évaluations produites par des unités différentes. La troisième étape vise le recalibrage régulier des seuils. Les paramètres de vigilance ne peuvent rester figés.
Ils doivent évoluer à partir des données accumulées, selon un calendrier prévisible. Cette routine limite l'effet de surprise et évite les réactions improvisées. Elle se mesure par la stabilité des réponses face à des signaux comparables. Enfin, une étape transversale concerne la documentation des décisions. Chaque réponse, même partielle, doit laisser une trace exploitable. Cette mémoire opérationnelle permet d'apprendre des écarts, qu'ils soient liés à un excès de prudence ou à une réaction trop rapide. Ensemble, ces étapes dessinent une trajectoire pragmatique. Elles ne promettent pas l'élimination du risque, mais une capacité accrue à le gérer. La solution n'est pas un point d'arrivée, mais un processus qui s'affine avec le temps. L'épisode revient finalement à une image simple, des signaux faibles, longtemps ignorés, qui finissent par dessiner une forme lisible. Ce fil conducteur traverse tout le récit. Ce qui semblait fragmenté a trouvé une cohérence dès lors que l'attention collective s'est organisée. La transformation ne tient pas à un outil nouveau, mais à une manière différente de regarder ce qui était déjà là. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré incarne moins une figure d'autorité qu'un point de convergence. Son rôle a consisté à relier, à insister sur la méthode plutôt que sur l'urgence spectaculaire. Cette posture a permis de donner du sens à des données éparses et d'en faire un levier d'action. Elle rappelle que le leadership peut s'exprimer dans la patience analytique autant que dans la décision rapide. Le rappel essentiel tient dans cette continuité. Les mêmes gestes, répétés avec rigueur, ont produit un résultat inédit. Les unités locales, les analystes centraux et la coordination générale ont fonctionné comme les éléments d'un même mécanisme. Chacun a joué sa partition sans visibilité excessive, mais avec une efficacité cumulative. Au terme de cette séquence, l'émotion ne vient pas d'un triomphe spectaculaire. Elle naît de la prise de conscience qu'une vulnérabilité assumée peut devenir une force, à condition d'être observée, partagée et interprétée collectivement. C'est cette leçon silencieuse qui demeure bien au-delà de l'événement lui-même. Au terme de ce parcours, il ne s'agit pas de conclure par une certitude, mais d'ouvrir un espace de réflexion. L'expérience décrite montre comment une attention méthodique peut modifier une trajectoire sans bruit excessif. Elle invite à regarder autrement ce qui paraît secondaire, à interroger la valeur réelle des détails et à reconnaître que l'anticipation naît souvent d'une discipline collective plutôt que d'un événement spectaculaire. Cette histoire dépasse le cadre strict de la sécurité. Elle touche à une question plus large, presque universelle. Comment réagir lorsque les signaux sont ambigus, incomplets et pourtant persistants? Faut-il attendre que la menace devienne visible ou apprendre à décider dans l'incertitude raisonnée? Chacun à son échelle se trouve confronté à ce dilemme, que ce soit dans une organisation, une communauté ou un parcours individuel. L'exemple observé au Burkina Faso ne propose pas un modèle à copier, mais une attitude à méditer. Il suggère que la vigilance partagée, la circulation de l'information et la capacité à relier les points peuvent en question constituer une forme de résilience moderne. La question reste ouverte. Dans votre propre contexte, quels signaux faibles mériteraient aujourd'hui une attention renouvelée?